Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette édition. Le Conseil exécutif de l'Union africaine a tenu une série de réunions et de discussions en vue de la préparation du sommet africain des chefs d'État ce week-end. Les présidents du Kenya, du Nigeria et de la Somalie ont participé à un service de requiem pour les soldats kenyans tués à El Hadé par des activistes d'Al-Shabaab. Le Zimbabwe a commencé à délivrer des permis aux agriculteurs commerciants blancs. Le média d'État a déclaré que ces derniers resteraient sur leurs exploitations. Le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda ont récemment signé un accord de visa touristique commun et ces trois pays ont établi un prix unique. Le café Touba est vendu partout au Sénégal. Le croissant pour la boisson faite de poivre guinéen crée des occasions d'affaires pour les entrepreneurs du pays. Et rendons-nous tout de suite en Éthiopie, où le Conseil exécutif de l'Union africaine a tenu une série de réunions et discussions en vue de la préparation du sommet africain des chefs d'État ce week-end. Le premier jour des discussions était axé sur le développement et la sécurité. Les ministres des Affaires étrangères de toutes les régions d'Afrique se sont appliqués à établir les fondements du sommet des dirigeants qui se tient ce week-end. Et ils ont de quoi faire. Le premier élément, et non le moindre, est l'agenda du sommet. Le thème cette année porte sur les droits de l'homme et de la femme, un point que la présidente de la Commission de l'Union africaine a mentionné lors de son discours d'ouverture. Plus de 10 élections ont été organisées en Éthiopie seulement et le Soudan a réussi à augmenter le pourcentage des femmes au Parlement, suffisamment pour qu'il fasse partie du groupe de pays avec plus de 30% de femmes au Parlement. Pour les élections de 2016, nous devons faire mieux. Bien que le thème cette année soit essentiellement sur le développement du continent, les questions de sécurité sur le continent joueront un rôle fondamental lorsque les dirigeants se réuniront. Le spectre des conflits qui ont affligé certaines régions du continent demeure une source de préoccupation majeure. En même temps, nous avons observé quelques évolutions encourageantes, y compris la signature de l'IJAD, qui a donné lieu à un accord, qui met un terme au conflit dans le sud du Soudan. Nous demandons ainsi à nos frères et sœurs dans ce pays d'exiger la mise en œuvre du dit accord. Nous lançons un appel identique au Burundi et à la Libye. Malgré les nombreux efforts de paix consentis, le Parlement libyen a encore rejeté une liste de ministres pour former un gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez El-Sarraj. Selon les termes de l'accord des Nations Unies signé à Soukrayat, au Maroc, au mois de décembre dernier, El-Sarraj avait pour tâche de former un gouvernement d'union nationale afin d'instaurer définitivement le processus de paix dans un pays toujours en proie aux troubles. Il s'agit d'un autre revers sur le chemin de la paix en Libye. Le Parlement de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, a rejeté le gouvernement d'union nationale fraîchement formé. Le chiffre de 32 ministres semble trop conséquent pour un gouvernement pauvre n'ayant pas l'assise financière nécessaire en raison des différentes contraintes liées à la chute de la production du pétrole. Il s'agit par ailleurs d'un gouvernement formé en fonction des alliances politiques et non sur la base de la compétence de ses membres, ce qui, je pense, apportera encore plus de chaos en Libye. Nous demandons toujours un gouvernement d'union nationale puissant, qui serait composé de seulement 15 ministres légitimes. La Libye est divisée entre deux parlements en son sein depuis la mi-2014. Une assemblée islamiste à Tripoli coexiste en effet à côté du Parlement de Tobrouk, élu et reconnu par la communauté internationale. Les luttes internes ont conduit à plus de 3000 morts en seulement un an. L'accord des Nations Unies négocié à Soukhayrat au Maroc entendait réunir les deux entités sous l'égide d'un gouvernement d'union nationale, dirigé par l'homme d'affaires influent Fayez El-Sarraj. Ce nouveau gouvernement avait pour tâche de créer les conditions de paix durable entre les différentes factions et à intensifier la lutte contre le groupe État islamique. Cependant, la formation d'une telle coalition demeure une mission impossible dans le pays toujours plongé dans le chaos. Les seuls vainqueurs de cette grande complexité politique sont les différents groupes terroristes qui ne cessent de gagner du terrain partout en Libye. Malheureusement, nos politiciens sous-estiment encore largement la situation désespérée de notre peuple. Ils préfèrent penser à leurs propres intérêts personnels plutôt que de se soucier du bien-être collectif. À aucun moment ces dernières années, ils n'ont été capables d'affronter les réels dangers qui menacent la Libye.
et ils permettent aux puissances étrangères de s'ingérer sans la moindre difficulté dans nos propres affaires internes. L'organisation État islamique a rapidement gagné du terrain dans le pays d'Afrique du Nord en profitant largement du chaos politique qui y règne. Les groupes terroristes envisagent également d'infiltrer les autres pays voisins depuis leur base libyenne. La communauté internationale attend toujours la formation d'un gouvernement d'union nationale qui permettra à terme une intervention militaire coordonnée contre les positions de l'État islamique en Libye. Les présidents Uhuru Kenyatta du Kenya, Muhammadu Buhari du Nigeria et Hassan Sheikh Mohamud de Somalie ont participé mercredi à un service de requiem pour les soldats kenyans tués lors d'un attentat à El Adé dans le sud de la Somalie par des activistes d'Al-Shabaab. Le président du Nigeria et son homologue somalien se sont unis au Kenya, condamnant les groupes extrémistes et s'engageant à les combattre. Le président Kenyatta a quant à lui réitéré l'engagement des troupes kenyanes en Somalie, malgré cet attentat qui a tué un grand nombre de soldats kenyans. Le service de requiem est organisé au Kenya et le président Muhammadu Buhari est dans le pays pour une visite d'État de 3 jours. Jeudi, il s'entretiendra en privé avec le président Kenyatta avant une réunion bilatérale à Nairobi. Des millions de personnes déplacées internes dans le nord-est du Nigeria appréhendent toujours de rentrer dans leur région d'origine, malgré l'annonce officielle du gouvernement de sa victoire sur Boko Haram, alors que les terroristes continuent toujours de mener des attaques ciblées. Depuis plus d'un an déjà, Fatima Youssouf et ses 5 enfants vivent dans ce camp de fortune. Il s'agit d'une vie bien éloignée de ce qu'elle pourrait connaître de retour chez elle à Bama. Fatima nous a rappelé que le chaos s'est très vite installé après la prise de contrôle de la ville par les insurgés de Boko Haram. Son mari fut tué au cours de l'un des innombrables raids terroristes, l'obligeant à quitter son foyer en catastrophe. Un jour, les terroristes de Boko Haram ont débarqué au sein de notre communauté à la recherche de nouveaux hommes. J'ai immédiatement demandé à mon mari de se cacher, mais quand ils l'ont trouvé, ils n'ont pas hésité à le capturer et à l'emmener avec eux je ne sais où. Je ne l'ai jamais plus revu depuis, je n'ai cessé de le rechercher jusqu'à ce qu'on me confirme qu'il a été tué. Bama figure dans la longue liste des villes contrôlées par Boko Haram. Malgré sa reconquête par les forces gouvernementales, la plupart des infrastructures de la ville ont été détruites et la sécurité n'y est pas encore rétablie. Boko Haram continue cependant de mener des attaques ciblées dans les territoires récemment repris par l'armée. Les millions de déplacés internes du pays craignent ainsi de retourner chez eux. Je serais évidemment ravie de retourner chez moi avec mes enfants, mais avant cela, la paix doit revenir de façon durable à Bama. Il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi, mais pour le moment, le retour est très compliqué car nos maisons ont été détruites par Boko Haram. Ici dans le camp, malgré les conditions précaires, nous sommes en sécurité et nous avons accès au minimum, tels que l'eau, la nourriture et des services de soins. Mais je le répète, quand la sécurité à Bama sera rétablie, je serai heureuse de rentrer chez moi. Pour le moment, Fatima et les autres réfugiés resteront dans le camp, tant que leurs vies ne seront plus menacées dans leur région d'origine. Les gouvernements des États concernés font de leur mieux pour garantir l'approvisionnement de nourriture et de matériel de première nécessité. Je peux honnêtement affirmer que tout est sous contrôle. Plus de 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer depuis le début de la vague d'insurrection meurtrière en 2009. Depuis, les forces armées gouvernementales ont repris la grande majorité des territoires contrôlés par Boko Haram. Mais les millions de déplacés internes du Nigeria mettront du temps avant de retourner chez eux et de pouvoir enfin retrouver une vie normale. Passons dans le nord-est du Nigeria avec le thème de l'accès à l'éducation. C'est un grand défi dans la région depuis que l'insurrection de Boko Haram a spécifiquement ciblé l'éducation. Reportage. Voici un camp pour déplacés dans le nord-est du Nigeria et on y donne des cours. Cela fait partie de la solution temporaire du président Muhammadu Buhari pour combler l'écart du niveau d'éducation dans la région. De nombreux enfants ici n'ont pas été à l'école depuis des années à cause de Boko Haram. Les militants sont connus pour faire des attaques dans les écoles et enlever des milliers d'enfants. Ils ont ciblé les enseignants et démoli les établissements. Ces écoles mobiles peuvent donc être considérées comme un lien vital à l'éducation. Elles sont en place depuis quelques mois.
Depuis que les élèves ont commencé à prendre des cours ici, nous travaillons dur pour transmettre les connaissances. Nous voyons leurs capacités intellectuelles et la plupart d'entre eux travailler de très bonne manière. Ils apprennent vraiment et nous sommes contents de cela. L'un des défis majeurs, c'est la nourriture. Parfois, elle arrive en retard et cela n'est pas bon pour les enfants, mais pour le matériel, il est fourni correctement et nous en sommes satisfaits. Le niveau d'éducation est aussi un défi, même si le programme ici n'est pas différent du reste du pays, mais cela est compréhensible dans une région où il est estimé que près de 40% des enfants âgés entre 6 et 11 ans n'ont pas accès aux écoles. Au Zimbabwe, à présent où le gouvernement a commencé à délivrer des permis aux agriculteurs commerciaux blancs, le média d'État, en citant le ministre des Terres du pays, a déclaré que les agriculteurs blancs recommandés par leur province resteraient sur leurs exploitations. Le programme de réforme des terres du Zimbabwe a commencé en 2000. Au moins 3800 agriculteurs blancs ont acquis leur exploitation au cours des 15 dernières années. Il en reste environ 300 et ils ont peur de perdre leurs biens. Mais ils ont pu obtenir un sursis après l'annonce que ces exploitations avaient une importance nationale stratégique et qu'elles pourraient rester dans les mains de leurs propriétaires blancs. Cette annonce a été pour la première fois soulevée l'an dernier et ensuite saluée comme une victoire pour le pragmatisme économique sur l'opportunisme politique. Si vous dirigez une économie capitaliste, vous devez être capable de vos cultures à des rendements qui vous donneront un grand profit sur le marché international et vous devez aussi pouvoir donner à manger à votre peuple car une fois qu'il y a un problème de nourriture dans votre pays, cela vous lie les mains. C'est une manière d'être pragmatique dans une économie capitaliste. La production des grandes exploitations a chuté après le début de la redistribution des terres. Certains l'ont récupéré, mais à l'exception du tabac, ils ont des niveaux de production d'avant 2000. Les agriculteurs blancs souhaitent des compensations, une chose que le gouvernement n'accepte pas. Si en tant qu'agriculteur possédant ma propre terre, qui a été acquise, et que désormais je vais avoir un bail, cela ne va certainement pas fonctionner. Le différend pourrait faire échouer la nouvelle distribution, mais le CFU est encouragé par un processus négocié par l'UNDP, la Banque mondiale, qui cherche une solution à l'impasse. Nous reconnaissons que le programme de la réforme de la terre est en place. Nous reconnaissons qu'il y a des zones de conflit. Et nous n'allons jamais être comme nous étions en 2000. Prenons note de cela, mais trouvons une solution amicale et rendons la terre disponible pour toutes les classes d'agriculteurs, dont les Blancs. Malgré les rapports, le syndicat doit à présent discuter avec tous les membres concernés par ces baux. Les experts maritimes internationaux avertissent que les bateaux voyageant dans les eaux au large de la côte somalienne font face à un risque accru des actes de piraterie cette année. Les autorités somaliennes attribuent la reprise des actes de piraterie à la pêche illégale. Après des années d'efforts coordonnés pour combattre les actes de piraterie le long de la côte somalienne, les experts préviennent que les bandits de la mer pourraient faire leur retour. Et parmi les raisons de ce retour, l'instabilité politique dans les secteurs qui autrefois servaient de base aux pirates. Les autorités dans ces secteurs disent maintenant que les pirates avec des capacités techniques pourraient bientôt agir au large malgré la présence d'une importante force d'opération de la marine de l'Union européenne le long de la côte somalienne. Notre côte est trop longue et nous avons besoin d'avions qui les survolent pour la surveiller. Nous ne possédons pas non plus de bonnes communications. Il y a beaucoup de bateaux européens occidentaux, mais ils disent toujours qu'ils n'ont pas l'autorité pour capturer les pêcheurs illégaux. Ils disent que leur mandat est de capturer seulement les pirates. Les autorités ici, dans l'état de Puntland, combattent depuis des années la piraterie. Leur force maritime ne dispose pas de fonds suffisants et n'est pas assez formée. Elle possède quelques bateaux et n'a eu du succès qu'en traitant avec les chalutiers étrangers. La piraterie est le résultat d'un manque de respect des lois, mais n'oublions pas la cause principale, les chalutiers de pêche illégaux. Ils privent la communauté des pêcheurs locaux de sa seule source de revenus. La communauté internationale n'est concernée uniquement que si un bateau est attaqué. Mais la seule manière de gagner cette guerre, c'est de s'occuper de la pêche illégale.
Et maintenant, le temps consacré aux marchés boursiers européens, américains et africains. Les bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, un rebond du pétrole en fin de séance, leur ayant permis d'effacer in extremis leur perte des heures précédentes. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,54%. Le FTSE britannique a pris 1,33% et le DAX allemand 0,59%. Wall Street a terminé en baisse mercredi à l'issue d'une séance extrêmement volatile, après avoir fluctué dans les deux sens. L'indice Dow Jones a fini en repli de 1,38%. Le S&P 500 plus large a abandonné 1,09%. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 2,18%. Et maintenant, le temps consacré aux bourses des pays africains. L'indice Jitopi de l'Afrique du Sud a augmenté de 0,73%. L'indice Massi du Maroc a pris 0,04%. Et l'indice Setoun de la Tunisie a augmenté de 0,32%. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Dans l'est de l'Afrique, la question du paiement des visas suscite la controverse. Le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda ont récemment signé un accord de visa touristique commun. Et ces trois pays ont établi un prix unique. Alors que l'Ouganda applique déjà cette mesure, les deux autres pays ne l'ont pas encore fait. Reportage. Le tourisme a toujours été important pour l'Est africain. L'accord conclu entre l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda permet à un voyageur de n'utiliser qu'un seul visa pour visiter ces trois pays pour un coût de 100 $. L'application de cette mesure par l'Ouganda signifie que son visa est maintenant plus cher que celui offert par les deux autres partenaires. L'Ouganda craint donc une chute de fréquentation touristique. Nous avons accepté que nous, les pays d'Afrique de l'Est, ayons un visa commun d'une valeur de 100 $. Ici, le secteur privé estime que nous devrions avoir notre propre visa de tourisme. Ainsi, les touristes pourraient venir ici directement. Tous les touristes vont dans les autres pays et nous en accueillons moins. Depuis l'an dernier, le secteur touristique ougandais est en difficulté. Kampala a donc décidé d'organiser une campagne de promotion pour favoriser la venue des visiteurs. L'Ouganda espérait que le visa touristique unique apporte un nouveau souffle, mais les professionnels du secteur estiment que davantage doit être fait. S'il appartient au touriste de choisir dans quel pays il veut se rendre, alors c'est à nous de nous mettre en avant pour devenir la destination préférée de ce touriste, pour qu'il vienne. Le visa touristique unique a vu le jour en janvier 2014 au Kenya, en Ouganda et au Rwanda. S'ils souhaitent visiter les trois pays, les touristes doivent payer 100 $ lors de leur arrivée. L'accord prévoit d'ailleurs que les revenus soient partagés entre les pays signataires. À ce jour, nul ne connaît la date à laquelle le Kenya et le Rwanda appliqueront leur système de visa unique. Mais dans l'attente, nombreux sont ceux qui en Ouganda affirment que les touristes perdront patience et décideront de se rendre dans les pays les moins chers. Le café Touba est vendu partout au Sénégal, dans les rues, sur les marchés et même lors des cérémonies religieuses. L'appétit croissant pour la boisson faite de poivre guinéen ou de poivre noir africain excite non seulement les papilles gustatives, mais elle crée aussi des occasions d'affaires pour des entrepreneurs dans le pays. Reportage. Le prix d'une tasse de café Touba varie selon les emplacements, de 50 à 100 francs CFA. Et cette boisson chaude a eu un grand impact dans la vie de beaucoup de jeunes personnes au Sénégal. Nous faisons ici un café Touba de grande qualité. Chaque jour, nous faisons l'équivalent de 25 kg de café avec 8 litres par kilogramme. Je peux faire entre 120 et 160 $ de bénéfices chaque jour. De toute façon, les affaires vont très bien et j'ai l'intention d'investir dans un autre projet rentable comme celui-ci qui emploiera plus de jeunes. Avec l'argent que je fais, je peux m'occuper de ma femme, payer les études de mes deux enfants et aussi économiser. Mais nous devons reconnaître que c'est une activité très difficile parce que la préparation du café Touba exige beaucoup de temps. Nous le faisons aussi par passion parce que c'est un endroit où la communauté se réunit.
Le célèbre café Touba est servi dans de petites tasses en plastique ou dans des verres à café. Sa consommation a augmenté au point que les ventes de café soluble ont diminué dans plusieurs régions. Il s'étend maintenant à l'extérieur du pays. En Guinée-Bissau, par exemple, le café Touba devient lentement la boisson la plus populaire du pays. Les cafés Touba dans la capitale du Sénégal, Dakar, sont ouverts jour et nuit. La boisson est préparée en utilisant un filtre tout à fait semblable au café ordinaire. Un peu de sucre est souvent ajouté. Tafa Dieng, un jeune vendeur sénégalais, se réveille tous les jours avant l'aube pour préparer le café et servir ses premiers clients qui attendent déjà à 6 heures du matin. Je me réveille tôt puisque le processus de préparation est long. C'est la même chose avec le mélange du café jusqu'au moment où vient le temps d'ajouter le sucre. Le choix du café est aussi important. La couleur sombre détermine la qualité du produit. Pour le filtrer, vous devez aussi avoir des accessoires spécifiques parce que les résidus doivent être enlevés. J'essaie toujours de respecter les goûts de mes clients. La production de café Touba est une importante source d'activité économique et de création d'emplois au Sénégal. Mis en sac, le prix du café Touba en poudre s'échelonne de 6 à 8 $ le kilo. La plupart de nos clients sont des vendeurs de café Touba. Ils viennent ici chaque jour pour acheter des sacs de café moulu. D'autres personnes viennent aussi ici pour acheter et revendre à l'étranger. Le seul problème que nous avons pendant le processus, c'est que nous inhalons beaucoup de fumée toute la journée, sans parler du bruit des machines, mais nous remercions Dieu parce que les affaires vont bien. Le café Touba possède aussi une dimension spirituelle au Sénégal, puisqu'il tient son nom de la ville sainte de Touba. Le poivre noir avec lequel le café est préparé permettrait aussi de soigner les problèmes oculaires. Il aiderait également à combattre le diabète et le cancer du foie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.